Donc, je suis Anne de Bréjas, je suis une des porte-parole de la Fédération syndicale Sud Énergie. Et puis à titre professionnel, je suis ingénieure de recherche au centre de recherche d'EDF qui est à Saclay. La première question, ce serait à quels objectifs doivent répondre les prix de l'électricité ? Alors déjà, l'électricité est un produit très particulier puisque c'est à la fois un bien de première nécessité, on ne peut pas s'en passer, et d'autre part, ça a un impact environnemental très important. Donc il faut bien sûr répondre à des objectifs économiques, mais aussi à des objectifs sociaux et des objectifs écologiques. Alors sur les objectifs économiques, bien sûr, les entreprises comme les particuliers attendent le prix de l'électricité le moins cher possible. Pour les entreprises, c'est une question de compétitivité. Pour les particuliers, c'est plutôt une question de pouvoir d'achat et de niveau de vie. Et puis, ils demandent aussi à avoir une stabilité de ces prix pour avoir une vision long terme de leur évolution. C'est très désagréable à la fois pour les entreprises et pour les particuliers de ne pas savoir si les prix vont exploser d'une année sur l'autre. S'ajoute à ça des objectifs donc, sociaux. Il faut absolument que tout le monde ait accès à l'électricité, au moins aux usages de base de l'électricité. Pouvoir se chauffer, se nourrir, s'éclairer, etc. Et puis enfin, il y a des objectifs écologiques. Il faut, tant que faire se peut, inciter les entreprises comme les personnes à consommer le moins possible, et puis éventuellement orienter vers des productions plus propres. Donc on voit bien que c'est des objectifs qui peuvent se contredire les uns et les autres, qui sont bien plus complexes qu'un objectif purement économique, et que donc les prix de marché, on sent bien que ça ne va pas être adapté à tout ce type d'objectifs, qu'il faut au contraire un tarif en fait fixé par la puissance publique pour permettre une réponse adéquate à ça. Avant cette libéralisation du secteur électrique au début des années 2000, comment était facturée l'électricité ? Oui, alors c'était très réglementé. Alors d'abord sur la facture d'électricité, en fait, on peut la décomposer en à peu près trois tiers. Un tiers qui sert à payer la production d'électricité, un autre tiers qui sert à couvrir les coûts de réseau, et un dernier tiers qui sont en fait des taxes. C'était historiquement là aussi un tarif réglementé, dont l'objectif était de couvrir l'ensemble des coûts de production. Ça devait garantir une équité de traitement de toutes les personnes et entreprises, quel que soit leur endroit sur le territoire, quel que soit leur profil. Et puis, ça avait l'avantage d'être donc décidé par l'État tous les ans et donc d'avoir une stabilité très importante dans le temps. On pouvait savoir, sur le long terme, ça évoluait très peu en fait les prix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé avec l'ouverture des marchés pour ces tarifs ? Alors en fait, avec l'ouverture des marchés sont apparus d'autres fournisseurs qu'EDF, qui avaient des clients mais qui n'avaient pas forcément la production nécessaire pour répondre aux besoins de ces clients. Donc on a mis en place un marché de l'électricité, un marché de gros on appelle ça, qui était alimenté par les producteurs, donc principalement EDF, et sur lesquels ces fournisseurs pouvaient acheter leur électricité pour ensuite refacturer à leurs clients à un prix complètement libre, là, qui pouvait décider en fonction de la tête du client ou de ce qu'il voulait. Alors ces prix non seulement étaient libres, donc ne garantissaient plus spécialement d'équité entre les personnes, mais en plus ils dépendaient des prix de gros sur le marché. Or ces prix de gros sur le marché ne reflètent pas les coûts de production de l'électricité. En fait, ils sont très corrélés au cours de ce qu'on appelle les commodités, c'est-à-dire le gaz et le charbon. Alors pour une raison théorique un peu compliquée qui est que ce sont les moyens de production, même s'ils représentent qu'une infime part dans la production d'électricité, ce sont les moyens de production les plus chers et c'est eux qui déterminent le prix. Quand on regarde l'évolution du prix de gros, on voit toute une croissance des coûts pendant toute la première période jusqu'en 2007 qui est liée à une évolution de ces prix du gaz, puis une chute qui est liée à l'explosion de la bulle du CO2, donc on avait un prix de CO2 qui a baissé, puis alors là une flambée jusqu'en 2008 qui est liée en fait aux Jeux Olympiques en Chine, parce que les Jeux Olympiques ont mobilisé le fret pour alimenter les personnes en marchandises et en nourriture, et donc les coûts ont augmenté, donc les coûts du charbon qui sont liés à ça et du gaz ont augmenté. Et puis une dégringolade massive qui est liée à la crise financière de 2008, puis ensuite ça remonte parce que les cours du gaz sont remontés, et puis à nouveau ça redescend suite à la découverte des gaz de schiste aux États-Unis qui ont fait s'effondrer les coûts du charbon et du gaz, et puis maintenant ça remonte de manière importante. Donc on voit que on ne contrôle pas du tout ces coûts qui sont liés à des coûts mondiaux et qu'en plus ils sont décorrélés de notre système électrique. Donc ça pose plusieurs problèmes. Bon, d'abord cette volatilité, on l'a vu, c'est pas du tout ce que cherchent ni les entreprises ni les particuliers. En plus ça ne permet pas de couvrir les coûts de production. Donc quand les prix de marché sont très bas,
Il y a un problème pour les producteurs, ils n'arrivent plus à rembourser leurs investissements, donc ça veut dire qu'ils n'investissent plus non plus sur d'autres énergies renouvelables, ça veut dire parfois ils baissent leurs effectifs de manière forte. C'est ce qui est arrivé à EDF, il y a eu une grosse baisse des effectifs, y compris dans la recherche, juste parce que les cours du gaz avaient baissé, et puis certains font faillite. Donc ça pose vraiment des problèmes économiques, et à l'inverse, quand les cours sont très hauts, eh ben, ça fait un prix très élevé pour les gens. On peut se demander pourquoi on a introduit en fait ces prix de marché. C'était une demande des clients, c'était une demande de qui ? Non, c'était pas du tout une demande des clients, bien au contraire. Les clients ont essayé de résister, ont essayé de garder les tarifs tant qu'ils pouvaient, mais ça a été imposé par l'Union européenne, par des directives de l'Union européenne, et appliqué de manière très, très servile, on va dire, par le gouvernement français et puis par les autres gouvernements en Europe. Il y a eu une introduction progressive de ces prix de marché, donc ça a commencce dès l'ouverture des marchés en 1999. D'abord, les très très grands, ça concernait uniquement les plus gros industriels, ce qu'on appelait les électro-intensifs, qui consommaient énormément d'électricité. Puis ça s'est fait par seuil, de plus en plus bas. Et ce qui fait, quand on est arrivé en 2006, toutes les entreprises disposaient du marché, mais pouvaient choisir entre des tarifs réglementés qui existaient toujours et les prix de marché. Alors beaucoup d'entreprises un peu aventurières et croyant au compte de la libéralisation la mise en concurrence qui faisait baisser les prix, ont choisi les prix de marché, et puis ces prix de marché se sont envolés. Et là, les entreprises se sont retournées vers le régulateur en disant « c'est pas possible, nous, ça nous pose des problèmes énormes, ça fait augmenter nos coûts, on n'est plus compétitifs ». Et donc, ils ont fait un chantage à la délocalisation ou voire à la fermeture d'entreprises et à l'emploi. Et donc, on a mis en place un nouveau tarif réglementé qu'on a appelé tarif de retour, ce qui correspondait à l'ancien tarif réglementé, mais avec une pénalité quand même de 20 à 30%. Et malgré cette pénalité, la quasi-totalité des entreprises sont revenues dans ce tarif réglementé. Comme quoi, ça ne fonctionnait pas très bien les prix de marché. Mais ça n'a pas arrêté ceux qui voulaient absolument imposer le marché. Et donc, il y a eu une attaque devant la Commission européenne de la France sur ces tarifs, par les fournisseurs alternatifs qui y voyaient une entrave à la concurrence, et également probablement par les industriels des autres pays qui y voyaient une aide d'État, une subvention en fait aux entreprises industrielles parce que le prix de l'électricité était trop bas. On voit qu'on a vraiment inversé la logique où on nous disait la concurrence va faire baisser les prix, et où, en 2006 maintenant on nous dit si vous maintenez les tarifs ça va pas, ils sont trop bas et donc ils ne favorisent pas la concurrence. Donc il faut maintenant faire monter les prix pour favoriser la concurrence. Et donc qu'a répondu l'Union européenne face à ça ? Elle a dit écoutez, puisque ça empêche la concurrence, on va imposer la disparition d'ici quelques années des tarifs réglementés pour les entreprises, et puis on va offrir aux fournisseurs le moyen de contourner le marché de gros et de s'approvisionner directement auprès d'EDF à un prix fixe pour 100 TWh, c'est-à-dire à peu près un quart de la production. Et c'est cette possibilité de s'approvisionner à prix fixe, c'est ce qu'on appelle l'AREN. L'AREN, c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Donc c'est un contournement du marché, donc c'est un aveu d'échec du marché là-dessus. Et alors l'autre chose que ça a produit, c'est que, donc là on était en 2006, en 2007 normalement tous les clients individuels et les toutes petites entreprises devaient également être soumis au marché. On a dit bon, on prolonge les tarifs réglementés pour les clients résidentiels et pour les petites entreprises, ce tarif réglementé qu'on appelle tarif bleu. Mais il y a eu une nouvelle attaque face à ça, où le gouvernement a dit d'accord, on garde ces tarifs réglementés, mais on va changer son mode de calcul. Et en fait, on glisse progressivement vers le marché, c'est-à-dire qu'on passe d'un système de tarifs réglementés qui était calculé pour couvrir les coûts de production de l'électricité, sans se soucier d'aucun marché, à un système où les tarifs réglementés doivent refléter la manière dont s'approvisionnent les fournisseurs alternatifs, donc les fournisseurs qui n'ont pas de moyens de production. Donc comment ils s'approvisionnent ces fournisseurs ? Ils s'approvisionnent pour partie avec l'accès régulé au nucléaire historique, donc l'AREN, pour partie sur le marché de gros. Et puis à cela s'ajoute, ils doivent financer un marché de capacité, qui est un nouveau marché qui s'était ajouté, parce que le marché en fait ne cesse d'évoluer, d'ajouter des glutes pour essayer de corriger les erreurs, plus des coûts commerciaux, plus une marge. Donc c'est un système qu'on dit par empilement. Mais donc on voit que là-dedans, il y a une part qui est liée au marché de gros, et donc on retombe sur les problèmes qu'on a avec les prix de marché de gros, c'est-à-dire que premièrement, ça ne garantit pas la couverture des coûts de production. Donc quand ils passent en dessous, les producteurs se retrouvent en difficulté financière. Et
ça peut passer complètement au-dessus des coûts de production et là ça se reflète dans les tarifs finalement pour l'usager. Et puis c'est volatile. La Commission de régulation de l'énergie donne clairement le nouvel objectif de cette tarification par empilement. Elle dit que ça permet d'assurer la contestabilité des tarifs réglementés qui se définit comme, je la cite, la faculté pour un opérateur concurrent d'EDF de proposer des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés. Donc il s'agit bien uniquement de faire en sorte que les tarifs réglementés soient suffisamment hauts pour permettre la concurrence. Et donc qu'est-ce qu'on a vu suite à cette évolution ? On a vu les tarifs réglementés augmenter sensiblement. Et si on regarde la seule année 2019, ça a augmenté de 7,7% hors taxe. Donc ça fait un peu moins de 6% TTC. Donc ça c'est ce qui est à payer pour l'usager. Alors qu'on sort d'une crise où on sent que les dépenses contraintes comme l'énergie sont vraiment très sensibles pour chacun, et bien là on augmente ça. Alors notre ministre de l'époque, Monsieur de Rugy, et notre ancienne ministre, Ségolène Royal, nous a dit c'est les coûts d'EDF qui augmentent, c'est insupportable, en particulier les coûts du personnel, ce qui est complètement faux. Quand on regarde la décision de la Commission de régulation de l'énergie qui justifie ces hausses, elle dit clairement, très clairement, c'est lié à l'augmentation des cours sur le marché de gros. Et d'ailleurs, l'autorité de la concurrence reprend ça, elle a critiqué cette hausse au titre que ce n'était pas lié à l'augmentation des coûts de production d'électricité, mais bien au cours d'un marché qui est complètement décorrélé des coûts. Et bon, alors ça c'est 8%, donc c'est 7,7% pour cette année. Déjà, là, on vient d'annoncer déjà une augmentation à nouveau de 4% pour l'année prochaine. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui de cette évolution ? Et je crois que le bilan est sans appel. Alors, du point de vue du consommateur, du client, on va dire, il a vu les prix augmenter. On a l'impression que cette augmentation s'accélère, que plus personne la contrôle. Et puis, du point de vue des producteurs, tous les producteurs en Europe sont en situation difficile parce qu'on n'a plus du tout de garantie de revenus sur des investissements qui sont très lourds. Et donc, ils se retrouvent à devoir soit mettre la clé sous la porte, soit se réorganiser, soit faire appel éventuellement à des financements publics. C'est ce qui justifie aujourd'hui le projet Hercule d'éclatement de l'entreprise et les conséquences qu'on voit dans d'autres clips. Et d'un point de vue écologique, ça n'a pas du tout non plus permis l'introduction massive d'énergie renouvelable. On est très en retard là-dessus. Une autre conséquence, c'est qu'il y a aussi une multiplication des coupures pour impayés. Donc de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Ça a été soulevé encore récemment là, par le médiateur de l'énergie. Enfin, il y a tout un tas de conséquences autres qu'économiques qui arrivent. Mais en tout cas, la seule promesse de baisse des prix qu'avait justifié la libéralisation d'un secteur qui fonctionnait très bien et qui convenait à tout le monde, c'était cette promesse de baisse des prix. Et celle-là, en tout cas, c'est clair, elle n'a pas eu lieu. Est-ce que finalement tout ça n'était pas prévisible ? Si, bien sûr, c'est ça qui nous fait rager, c'est que nous, dès le début, petits syndicats, on l'avait vu, on l'avait écrit que ça allait conduire à une hausse des prix, on l'avait argumenté longuement, mais on n'était pas les seuls à le faire. Il y avait eu des études commanditées même par l'Union européenne avec l'Observatoire pour la dérégulation des marchés de l'énergie, qui avait sorti une étude qui disait qu'il ne voyait pas de corrélation entre une baisse des prix et une introduction de la concurrence. Et encore, c'était gentil de dire ça, parce que quand on regardait un peu plus dans le détail l'étude, il disait que les pays qui étaient très en avance, qui étaient très bons élèves sur cette question de la déréglementation, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, avaient connu des augmentations très importantes de leur coût de l'électricité, il disait de plus 12% à plus 55%, alors que les pays qui, eux, étaient à la traîne, comme la France ou le Portugal par exemple, eux avaient connu des baisses de prix. Et puis si on se place sur un terrain simplement plus économique ou plus factuel, le prix, à la fin, il faut que ça couvre les coûts. Enfin, il faut que quelqu'un paye les coûts du système électrique. Alors c'est soit les usagers, enfin les clients via les prix, soit les contribuables via leurs impôts. Or, on peut montrer que le fait d'introduire plein d'acteurs en concurrence, ça augmente les coûts du système, et ça les augmente de manière substantielle. En théorie, la concurrence fait baisser les coûts, non ? Alors c'est ce que répètent à l'envi ceux qui disent qu'il faut introduire des acteurs privés là-dedans. Mais en fait, d'abord leur retour d'expérience est clair là-dessus. Alors j'ai pris l'exemple de l'électricité, mais enfin on pourrait prendre l'exemple du rail, l'exemple des autoroutes, qui est assez récent. Mais même d'un point de vue théorique, on dit que la concurrence fait baisser les prix, sauf dans certains cas qui sont en particulier ce qu'on appelle les monopoles naturels.
C'est-à-dire pour des produits où les investissements sont tellement lourds qu'on ne va pas s'amuser à dupliquer, par exemple, les réseaux qui servent à transporter l'électricité. Donc il faut un monopole. Mais c'est vrai aussi pour la production d'électricité. Ce sont des investissements très lourds. On ne va pas s'amuser à faire plus de centrales nucléaires qu'il n'en faut, ou plus de centrales de barrages hydrauliques qu'il n'en faut. On essaye de développer autant de capacités qu'il n'en faut, ni plus ni moins. Et on va se servir de la complémentarité entre ces différents moyens de production. Donc de toute façon, on ne peut pas comprendre comment la mise en concurrence va fonctionner dans un système comme ça, qu'on dit hautement capitalistique, avec des investissements très importants. Face à ce bilan, qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là ? On sort du marché, on revient à un système régulé ? On espérerait bien ça, et la raison voudrait qu'on revienne effectivement à un système régulé, puisque le bilan est vraiment sans appel. Mais on ne prend pas du tout cette direction-là. Alors on est dans un mouvement plus général de libéralisation de tous les services publics, et même d'accélération de cette libéralisation. Et c'est pareil sur l'énergie. Donc là, ce qu'on nous annonce maintenant, c'est que ces tarifs réglementés qui existent encore pour les particuliers et les toutes petites entreprises vont disparaître. Et donc chacun sera livré à la négociation individuelle avec une multitude de fournisseurs, comme dans la téléphonie, et puis celui qui négociera mieux que l'autre, il aura peut-être un prix plus bas, et puis les plus faibles, les plus fragiles, ceux-là ils paieront plein pot, et puis avec des démarchages sans arrêt, enfin tous les problèmes qu'on connaît. Pourtant, au bout de 20 ans, ça fait 20 ans qu'on nous dit que si les prix n'ont pas baissé, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de concurrence. On finit quand même par avoir du mal à y croire. Pour nous, il n'y a qu'une seule raison à aller contre l'évidence, c'est qu'il y a des intérêts privés en jeu qui ont l'oreille du pouvoir. Il y a un objectif en soi qui est de mettre en œuvre la concurrence, quelles que soient les conséquences. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Je pense qu'il va falloir se mobiliser. Les clients, ils ne veulent pas de ce marché, ils l'ont dit clairement. Ils veulent un prix stable, le plus bas possible. Ils ne veulent pas des démarchages. Ils ne veulent pas casser un système fragile et complexe en ajoutant des intérêts privés partout. Donc pour imposer ça, face à des intérêts qui apparemment ont le bras long, on va dire, il faut une mobilisation citoyenne très forte. Alors nous, on voit au moins 2 aspects. D'abord, faire connaître ce qui se passe dans le secteur de l'électricité. C'est un secteur qui est assez compliqué à comprendre. Et puis, se mobiliser. Alors, se mobiliser dans le secteur de l'électricité, en particulier autour des salariés d'EDF qui commencent à faire grève, notamment contre l'étape suivante, qui est le projet Hercule, mais plus généralement organiser une mobilisation sur la défense de l'ensemble des services publics, parce que c'est vraiment l'ensemble des services publics qui est attaqué aujourd'hui. Les intérêts privés, les grandes fortunes ne savent plus où mettre leur argent et maintenant regardent là où il reste de l'argent à faire. Ça a des conséquences désastreuses pour tout le monde. Les services publics, c'est quand même le socle de notre modèle social. C'est ce qui garantit que chacun a au moins accès à tous les biens de première nécessité. Et si on détruit ça, on détruit la cohésion sociale et on expose les plus précaires à la misère. Eh bien, quelle conclusion. Merci beaucoup pour avoir répondu à ces questions. De rien, avec plaisir. Puis on se revoit sur d'autres clips. Du voilà. coup.